Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'extrait d'un atelier dans lequel j'aborde l'anima, la part féminine inconsciente chez l'homme, et l'animus, la part masculine inconsciente chez la femme. J'évoque également le point d'assemblage, cette structure énergétique découverte par les chamans qui permet d'assembler le monde. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle découverte. Alors, l'inconscient, vaste sujet. Je dirais que alors il y a des personnes qui ont fait l'atelier sur l'ombre, mais l'inconscient, je reprendrai une image que nous a donnée Carl Gustav Jung, c'est-à-dire le fait d'avoir au niveau de l'inconscient. C'est comme nous sommes, nous, au niveau de la conscience, une coquille de noix ouverte se trouve sur l'océan et qui vogue sur l'océan. La coquille de noix représente notre conscient, c'est-à-dire ce dont nous sommes conscients, et la coquille et l'océan représentent tout l'inconscient. Et c'est extrêmement vaste. Et en général, au niveau de l'inconscient, quand on commence à faire un travail euh, au niveau de, au niveau personnel, quand on commence à travailler sur les rêves, on travaille sur le monde, on va dire, onirique ou sur les voyages chamaniques, on a conscience de ce qu'il y a un peu autour de la coquille de noix, à quelques centimètres en dessous de la coquille de noix, mais on n'a pas conscience de grand-chose. Et encore, par rapport à la plupart des gens, on a déjà fait un gros progrès. Alors, au niveau chamanique, ce qui est intéressant au niveau chamanique, c'est de voir que, on va dire, la chose intéressante, c'est, est-ce que vous savez tout ce que c'est que le point d'assemblage? Hein. Donc, le point d'assemblage, nous avons un corps, alors, les chamans, les gens qui ont un peu développé leur manière leur vision, voient les êtres humains sont avant toute chose, les êtres humains sont des êtres d'énergie, avant d'être des êtres de matière. Les êtres humains se présentent sous la forme d'une boule, généralement, parfois d'un œuf, et en avançant avec l'âge et en perdant de l'énergie, on ressemble souvent à une cloche. C'est-à-dire, on a une espèce de forme comme ça, et le bas, il est complètement effiloché. Voilà, ça, c'est au niveau énergétique. Donc, nous avons un point qui se trouve au niveau de l'omoplate droite, vers le milieu, vers la colonne vertébrale, puisque l'omoplate, elle s'étend quand même sur une partie du dos. Et ça s'appelle ce qu'on appelle le point d'assemblage. Le corps énergétique de l'être humain est parcouru de milliers et de milliers de filaments lumineux. Ces filaments lumineux parcourent tout le corps. Et à un moment donné, sur un point précis de ce qu'on appelle le point d'assemblage, qui est à peu près la grosseur d'une balle de tennis, qui se trouve au niveau de notre corps énergétique, pas au niveau de notre corps physique, il y a on va dire, des filaments qui traversent cette boule. Cette boule se présente, alors c'est une boule lumineuse qui est entourée d'une sorte de halo lumineux. Donc, vous voyez, c'est une boule comme s'il y avait une enveloppe énergétique encore plus lumineuse autour, et certains filaments traversent cette boule de lumière, cette boule énergétique. C'est ce qu'on appelle ce dont, on va dire, la manière dont le corps énergétique va rassembler le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est un monde, avant tout, comme je vous l'ai dit, énergétique. Et commencer à prendre conscience, là je rebondis sur l'histoire de l'inconscient, commencer à prendre conscience de notre corps, on va dire de l'inconscient, ça c'est quand même un peu bizarre de prendre conscience de l'inconscient. En tout cas, l'inconscient va être
ce qui forme ces filaments énergétiques, ces énergies qui sont présentes, qui nous traversent, parce qu'on est, alors là, on n'a pas, ne parlons même pas des énergies qui nous traversent au niveau du point d'assemblage. Je vous parle même pas qui traversent le corps. Toutes les énergies qui traversent le corps, tous les filaments lumineux qui traversent le corps font partie de ce qu'on appelle le domaine de l'être humain. Les constructions de l'inconscient qui correspondent au domaine humain. Il y a des milliers, voire des millions et des millions, une conjugaison infinie de ces domaines du règne de l'être humain. Nous, ce qui nous concerne, nous, dans cette dimension, c'est ce qui traverse notre point d'assemblage. Mais nous ne sommes absolument pas conscients de ce qui traverse pour la plus grosse partie du point d'assemblage. Nous sommes conscients, le monde s'assemble, mais il y a toutes les énergies qui nous, on va dire, qui nous meuvent, qui nous motivent dans le sens qui nous donnent du mouvement, qui nous font agir, font partie de ce qu'on appelle l'inconscient. Donc l'être humain, schématiquement, d'une manière extrêmement simplifiée, l'être humain est constitué d'une partie consciente qui est extrême, qui est infime, 0,0000, je crois 4%, dont on a conscience, et d'une partie inconsciente. Et la partie inconsciente est extrêmement importante. D'un point de vue énergétique, la partie inconsciente de l'homme est féminine et la partie inconsciente de la femme est masculine. Au niveau chamanique, on sait les chamans, les vrais, pas les wannabe chamans avec un plumeau et un tambour juste. Bon, ça, c'est du folklore. Mais au niveau des véritables chamans qui ne se font évidemment pas reconnaître, qui sont extrêmement discrets, ces chamans-là se sont rendus compte que l'univers a une énergie féminine. L'énergie féminine est en lien avec l'inconscient. Je n'écarte pas, je ne m'écarte pas de mon sujet. L'énergie féminine fait partie du domaine de l'inconscient et dans l'univers, il y a quelques points de lumière qui caractérisent la conscience. Et ces points de lumière sont le conscient. L'univers, on va dire, entre guillemets, manifesté. L'énergie, on va dire, intérieure de l'homme est féminine, l'énergie intérieure de la femme est masculine. C'est-à-dire que nous allons dans deux directions opposées. Le féminin, qui de toute façon participe et de même nature que l'univers, l'énergie féminine à la base, elle est inconsciente, et l'énergie masculine est consciente, mais pour devenir plus entière, plus complète, il doit intégrer cette énergie masculine, donc le masculin doit intégrer la part, si possible, du féminin, une part inconsciente, et l'énergie féminine doit intégrer une part consciente. Ça, ce sont des points extrêmement importants pour devenir complet. Parce qu'un être humain, on va dire un être humain qui commence à devenir, on va parler d'un être dans les textes bouddhiques, etc. On parle des gens réalisés. C'est quand on se rend compte de la vastitude de ce que c'est que l'énergie, la manière dont l'univers fonctionne, on se rend compte que c'est un mot, que c'est extrêmement prétentieux, parce qu'on est mal parti pour devenir réalisé. Mais au moins, on peut commencer à tendre vers une forme de complétude à notre petit niveau. Donc le fait de devenir entier, de devenir un être entre guillemets réalisé, ça va être d'intégrer une part de notre inconscient, que l'on soit homme ou que l'on soit femme. Sachant qu'on va dans on va dire dans deux directions opposées. Les femmes ont une énergie qui est automatiquement en lien avec
l'univers et l'inconscient, c'est-à-dire le non manifesté, ce qui entraîne les femmes à avoir un côté passif, naturellement passif. Ce qui explique pourquoi bon nombre de femmes ne vont pas chercher on va dire, la confrontation et qu'elles vont plutôt se débrouiller pour être du genre, ben non, attends, laisse tomber, ça vaut pas le coup de se disputer, blablabli, blablabla. Ça, c'est leur côté naturel, inconscient, parce qu'elles sont de même nature que l'univers au niveau énergétique. Et pour se réaliser au niveau, pour intégrer leur part inconsciente qui est la tendance vers la conscience, c'est-à-dire vers la réalisation de la conscience, de la manifestation dans la matière, elles doivent intégrer leur part masculine qui va leur permettre de réaliser des choses dans la matière, d'entreprendre et on va dire, comment je pourrais dire ça? On va dire, ça va être d'intégrer l'esprit dans le sens de l'analyse, du mental, de l'intelligence, etc. C'est le côté inconscient du féminin. On reviendra dessus, hein. Là, je vous dresse un petit schéma rapide. Et le masculin doit abaisser ce qu'il est naturellement, c'est-à-dire manifester dans la conscience. Lui, il est le conscient. Il est on va dire, il est le symbole même de ce qui est conscient, de la manifestation dans la conscience. Donc, il doit abaisser son côté conscient pour devenir légèrement inconscient. Il doit baisser sa garde pour devenir inconscient, intégrer son féminin. Ça va lui donner un côté plus complet. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Après, donc la partie, il y a deux parties, schématiquement, il y en a plus, mais bon, il y a une partie qui correspond, on va dire, à l'être humain, la personnalité, on va appeler l'ombre, c'est-à-dire tout le côté que la personne a a refoulé, n'a pas accepté pour être accepté dans sa communauté, par la famille, etc., qu'on appelle l'ombre. Et puis, il y a un côté plus vaste qui est donc l'anima pour l'homme, la partie féminine, et l'animus pour la femme, qui est la partie masculine. Voilà. C'est des aspects qui se manifestent dans nos rêves, dans notre vie quotidienne, sous différentes formes. Je veux dire, quand vous faites un lapsus révélateur, quand vous avez, on va dire, une manifestation émotionnelle, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que je sais que c'est des domaines qui sont pas faciles à intégrer, pas faciles à comprendre. J'essaye de placer ça d'un point de vue général et énergétique. Est-ce que ça a été, c'est compris? Oui. Donc, la Nat- confrontation Nat- avec... oui, Vas-y. Natacha, c'est peut-être une question un peu bête, mais est-ce que tu pourrais définir ce que toi tu entends par conscient, la conscience? Est-ce que vous avez quelques notions de physique quantique? Et là, Philippe se dit, oh punaise, j'aurais jamais dû poser la question. Non, au contraire, mais c'est parce que on est tous conscients, on est éveillés, on est conscient de notre état physique. Alors, quand tu parles de la conscience de l'inconscience et de la conscience, euh, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que tu veux dire, parce que le sens que je donne à conscience et inconscience n'est pas seulement celui que tu donnes. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Dans le domaine de la physique quantique, on parle d'un champ de tous les possibles ou d'un champ de probabilité. Mhm. On appelle ça le champ des probabilités. Et tout existe au niveau potentialité. Et ça, c'est l'inconscient. Ok. Et quand on dit à un moment donné, quand on observe, quand on place notre regard placé sur quelque chose, sur un événement
qui est sous la forme d'une probabilité, va faire qu'il y a un effondrement de cette probabilité qui va induire le fait que ça se réalise dans la matière, dans la manifestation. L'inconscient va être ce champ de tous les possibles et la conscience va être ce qui va manifester l'un de ces champs, comme quand vous mettez un spot, vous avez une salle, vous pointez un spot sur un lieu, un endroit de la salle, et vous mettez cet endroit de la salle en lumière. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair, c'est peut-être encore plus compliqué ce que je suis en train de dire. En fait, ça, ça n'a pas, ce n'est pas beaucoup de rapport avec ce que nous, on entend par conscience et inconscient au niveau Non, psychologique. pas du Ok, tout, effectivement. ok, bon, c'est ça. C'est Si là ma tu confusion. Ben, Hmm. c'est extrêmement c'est compliqué parce que c'est-à-dire que nous on ramène ça à notre petit côté être humain de base tous les jours. C'est notre l'univers c'est un champ de probabilité. C'est le champ de tous les possibles. Hmm. Et donc tout existe sous forme en tant que probabilité, ce qu'on appelle l'onde de probabilité quantique. Hmm. Et jusqu'à ce que l'onde s'effondre en une seule réalité. Et ça va être entre guillemets, ce qu'on va appeler le conscient ou la conscience. Et encore, la plupart des gens sont conscients, entre guillemets, se rendent compte, réalisent un tout petit bout de cet effondrement en une seule réalité. Donc c'est à travers l'acte, parce que quand je dis conscience, ça englobe tout, c'est la conscience avec un grand C. Malheureusement, c'est compliqué en français parce qu'on a un seul mot pour ça. Et c'est à travers l'acte de l'observation, on a un rôle central, c'est-à-dire que c'est l'acte d'observation qui va permettre à l'onde de s'effondrer, c'est-à-dire en une réalité. Cette onde de probabilité va s'effondrer, va créer une réalité, c'est-à-dire ce qui va passer dans notre point d'assemblage. Et ce dont nous, dans le point d'assemblage, on va commencer à se rendre compte, ce qui est extrêmement infime, évidemment. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est plus clair pour toi, Philippe? Oui. Et l'univers est le champ des possibles, le champ de toutes les probabilités est féminin. Hmm. Quand ça se manifeste, c'est par l'action du masculin que les choses vont se manifester, que ça va commencer à exister. C'est pour ça que la conscience est masculin. Le fait, quand ça devient conscient, c'est un Oui. processus, c'est actif. Alors que on va dire l'inconscient est passif. Et c'est pour ça que le féminin, quand le féminin est dans son rôle de féminin, il est passif. Tant qu'on ne met pas, tant qu'on n'impulse pas le côté masculin et que le féminin n'intègre pas le masculin pour parvenir à une réalisation, peu importe la réalisation, hein, ça c'est pas le souci. Je ne sais pas si, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce Philippe, c'est plus clair ou Oui. pas? Et alors, le masculin serait comme une qualité d'énergie qui va faire, en quelque sorte, qui va faire résonner euh, une autre énergie qui s'appelle l'inconscient, le champ de toutes les possibilités. C'est comme l'étincelle qui va allumer quelque chose qui va se manifester dans notre réalité. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que on a besoin du masculin. C'est pour ça que les deux sont extrêmement importants. Le masculin permet la manifestation dans la réalité et le féminin, c'est le champ de tous les possibles. Hmm. C'est bon, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? Natacha, oui, Vas-y. Natacha, est-ce que tu peux redire euh, où s'articule le poids d'assemblage entre le conscient et l'inconscient? Ah, et ça, c'est ton côté
J'ai absolument besoin de ça, au millimètre près pour savoir où c'est. Hein. Tu as déjà essayé de me coincer là-dessus, hein, je le sais. Hein. Non, non, mais Vous avez juste. l'omoplate, les deux omoplates. L'omoplate droite vers la colonne vertébrale, le point d'assemblage est au niveau de l'omoplate droite vers la colonne vertébrale. Et en général, D'accord. les chamans, quand ils veulent activer, quand ils veulent que les gens se rendent compte d'une enfin comment je dirais, de cette, parce que ça donne une autre perception. Quand on bouge, oui, j'oublie quelque chose à ce niveau-là, c'est quand on bouge le point d'assemblage bouge et il va du coup dans son, comme je vous dis, dans le point d'assemblage passe des filaments lumineux. Comme il bouge, les filaments lumineux vont se positionner autrement. Et le monde qui va être assemblé va être différent. Ok. Et du coup, ça explique énormément de choses. C'est-à-dire que ça, si vous voulez, le point d'assemblage peut être bougé, il bouge il peut bouger de façon naturelle, comme on le fait par exemple la nuit. Dans le point d'assemblage, la nuit bouge et ça produit les rêves que l'on récupère le matin, on se réveille avec une sensation, j'ai eu des rêves bizarres, il y a eu des choses extrêmement étonnantes qui se sont produites, je comprends pas trop, enfin ça n'a aucun sens, évidemment parce que ça a un sens, comment je dirais, très, comment je pourrais dire ça? Ça a un sens très étrange par moment donné. On ne comprend pas comment ça se fait, pourquoi les choses ont bougé de telle et telle manière, comment, si vous voulez, on dirait qu'il n'y a pas de suite logique, mais c'est tout simplement parce que notre point d'assemblage a bougé et le monde a été assemblé d'une manière extrêmement surprenante. Et quand le point d'assemblage bouge à un mouvement, on va dire plutôt change de position assez radicalement, on a des mondes, mais alors qui n'ont plus rien à voir avec le nôtre. Ça, c'est la première des choses. Et on peut, alors ça se passe naturellement dans le rêve. Quand le point d'assemblage dans le rêve, il n'y a aucun souci, tout change, tout bouge, etc. Par contre, on peut avoir le point d'assemblage qui bouge lors d'une opération, lorsqu'on a été opéré, lorsque on est, on va dire, en état de faiblesse, lorsqu'on a pris certaines substances. Le point d'assemblage bouge pour les gens qui sont, on va dire, malades, par exemple. Le point d'assemblage peut bouger. Bon, évidemment, il bouge quand on prend des drogues, vous voyez, etc., etc. Il y a différentes façons de vous faire bouger le point d'assemblage et ça nous donne d'autres perceptions. Et les chamans, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous frappent un grand coup sur votre point d'assemblage pour le faire bouger. Et là, le point d'assemblage bouge et ça vous donne une clarté, une meilleure compréhension des choses. Vous pouvez d'un seul coup vous rendre compte de certains phénomènes absolument étonnants que vous ne pourriez pas comprendre ou pas voir si vous êtes dans un autre endroit, si vous êtes, comment je dirais, par exemple, vous pouvez entendre une conversation de l'autre côté de la rue, comme si vous étiez à côté des personnes, ou dans un magasin, vous pourriez entendre des animaux si vous êtes à l'extérieur ou grimper sur un arbre alors que vous ne les voyez pas, et l'arbre se trouve à 100 mètres de vous. La perception n'est absolument pas la même. Voilà. Donc, Une question vas-y. par rapport à ça. Est-ce qu'on peut bouger, enfin, est-ce que quelqu'un à notre insu peut bouger notre point d'assemblage ou le noircir ou je sais pas quoi, enfin, et d'un Non, point de vue énergétique? Non, 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 non. d'accord. Le seul qui peut vraiment faire bouger votre point d'assemblage, c'est un chaman, mais un vrai. Ouais. Pas ce qu'on voit actuellement comme chaman. Je veux dire, parce que le point d'assemblage, si vous voulez, les gens qui sont en hôpital psychiatrique, ce sont des gens dont le point d'assemblage a bougé. D'accord.
Et donc, alors, soit ils ont une fragilité à la base, ça peut arriver, hein, tout simplement, mais il faut être extrêmement costaud psychologiquement pour pouvoir gérer un mouvement du point d'assemblage. Parce que, on va dire, le point d'assemblage, c'est tout ce qui est du domaine de l'inconscient. C'est ce qu'on ne voit pas, donc on ne se rend pas compte, etc. Par contre, si ça bouge, mais je veux dire qu'il y a des gens qui perdent les pédales. Regardez tout simplement, avec un seul petit truc, comment les gens peuvent perdre les pédales. Il y a une manifestation. Vous êtes dans un endroit un week-end, vous êtes avec des amis, vous êtes dans un hôtel, il pleut à verse, vous savez, le truc des films fantastiques. Et puis d'un seul coup, vous vous rendez compte que l'hôtel est hanté. Mais il y a plein de gens qui paniquent. C'est rien. Par rapport à ce qui existe au niveau de l'inconscient, c'est peanuts. Mais il y a des gens qui perdent les pédales. Regardez le nombre de personnes qui ont eu un accident de voiture, qui se sont retrouvées projetées hors de leur corps et qui ont eu certaines manifestations. Ils sont complètement paniqués. Alors imaginez-vous être confronté à l'inconscient. Pour eux, c'est très, très difficile. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de moi, je ne peux pas le gérer, je n'arrive pas, je suis incapable de gérer ça. Donc, si vous voulez se frotter à l'inconscient, pas beaucoup de gens en sont capables. C'est ça dont on doit se rendre compte. Peu de gens sont capables de se frotter à l'inconscient. Parce que l'inconscient est quelque chose, il faut être très structuré psychologiquement et suffisamment costaud, suffisamment, on va dire, ancré, si je peux utiliser ce mot, ou les pieds sur le sol, pour pouvoir se confronter à l'inconnu. Parce que dans le domaine chamanique, les chamans se confrontent à l'inconnu, et l'inconnu, qu'est-ce que c'est? C'est l'abstrait. C'est tout simplement tout ce qui est abstrait. Et c'est ce qu'on ne peut pas expliquer avec la raison. Et du coup, l'être humain veut être en général rassuré et veut tout expliquer. La preuve, la plupart des gens veulent même expliquer les expériences spirituelles, les expériences mystiques, en disant, voilà, c'est comme ça que ça se passe, il va arriver ça. Après ta mort, tu vas vivre ça. Ouais, ok. Ça rassure, mais pas forcément ça. La réalité, elle n'est pas du tout ce qu'on croit. Mais bon, puisque ça rassure, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut être costaud pour pouvoir se confronter à l'inconscient. Vous savez, on va dire une structure masculine. Le masculin, il a l'habitude, de par sa structure, de prendre les choses en main, de mettre les choses en œuvre, de s'occuper, de s'activer, de faire ce qu'il faut dans la matière. À partir du moment où le masculin, on va dire, baisse la garde et laisse le contrôle à quelque chose de totalement inconnu, ça fait peur. Mais c'est exactement la même chose. Comme ça peut faire peur au féminin, là je parle au niveau énergétique, au sens général. Le féminin qui a l'habitude de se laisser, de fonctionner par impression, de fonctionner par, intuition, etc. Mettre les choses en œuvre, de les concrétiser dans la matière n'est pas toujours facile pour quelqu'un qui a une énergie féminine et qui est vraiment très prégnante et qui n'a pas encore, on va dire, qui n'a pas encore exprimé ou intégré vraiment le masculin. Est-ce que ça répond un peu plus, Philippe, puisque c'est toi qui as posé la question? Oui, absolument. Alors, il y a Marie-Louise von Franz qui a dit une chose extrêmement, pour moi, extrêmement juste, qui disait que par rapport à l'inconscient, que le contact avec l'inconscient. Alors, Marie-Louise von Franz était une collaborateur de Carl Gustav Jung pendant 32 ans. Je vous parle comme si vous étiez tous au courant de qui était Marie-Louise von Franz. Et elle disait que le contact avec l'inconscient, ce n'est pas une question de choix, mais de destin. Tout simplement. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Jung disait par rapport à l'inconscient,
Donc, on a une partie qui nous est personnelle. On va dire qui va être l'ombre. Et à l'ombre collective, mais la plupart du temps, on a affaire à l'ombre, on va dire personnelle. L'ombre personnelle, c'est l'aspect auquel on se fréquente, on se frotte lorsqu'on commence à faire un travail psychanalytique avec un psychologue, etc. Voilà. Malheureusement, pour beaucoup, c'est une espèce de poubelle, alors que c'est pas du tout le cas. Mais bon, peu importe. Et ensuite, il y a un autre aspect qui est le féminin et le masculin qui a ses racines profondément, on va dire, qui puissent profondément dans l'aspect collectif. Et Jung disait que la confrontation avec l'ombre, c'est l'œuvre du compagnon, dans le cadre des compagnons du Tour de France. C'est-à-dire que déjà, quand vous avez quelqu'un qui est compagnon, c'est un artisan absolument remarquable. C'est ce qui se fait de mieux en termes d'artisanat. Mais la confrontation avec l'anima ou l'animus, donc la partie féminine ou la partie masculine, c'est l'œuvre du maître. Et donc, pas beaucoup de gens sont capables de ça. Parce qu'il faut être extrêmement structuré et il faut surtout arrêter de vous... C'est-à-dire, il faut être entre les deux. Il faut arrêter de vouloir tout comprendre et de tout classifier tout en ayant quand même une structure. Il C'est la y a un structure mot, en structure. Vas-y. quand tu dis, moi, c'est pas que ça me gêne, mais disons, ça me met un peu interrogatif. Là, Quand pourquoi tu ça... parles quand tu parles de confrontation, Mhm. c'est comme s'il y a une lutte dans le mot Bien sûr, confrontation. bien sûr. Alors pourquoi ce serait pas plutôt une intégration? Mais avant d'intégrer, il faut confronter. Tu peux pas intégrer sans confronter. Puisque, par exemple, dans la première étape qui est l'intégration de l'ombre, ce sont toutes les choses qu'on a rejetées de nous et qu'on a refusées. Donc, tu ne peux pas dire, je vais intégrer quelque chose que j'ai passé 40 ans ou 50 ans à combattre. Tu dois déjà te confronter à ces aspects. Et une fois que tu te confrontes à ces aspects, après, tu peux dire, OK, j'ai pacifié et je vais intégrer. Est-ce que ça te paraît plus clair là? Oui. Non. Bah, c'est parce que quand tu parles de confrontation, dans ce que tu as déjà écrit, tu parles de confrontation, j'ai l'impression que c'est vraiment une lutte vis-à-vis de quelque chose qui en fait est un compagnon de voyage. Est un, c'est comme s'il doit y avoir. Je comprends quand tu expliques qu'il faut confronter. En fait, c'est confronter nos limites. Mais pourquoi je veux confronter le féminin ou l'anima, puisque c'est quelque chose que je dois intégrer, c'est plutôt mes résistances et l'ignorance que je dois confronter. Mhm. Mais là, c'est le sage qui parle, hein. C'est le côté. Je Allez, ce m'excuse. matin, j'ai décidé de. Je vais te donner, voilà, un exemple que j'ai déjà donné. Carl Gustav Jung avait une patiente qui était une dame très respectable de la communauté en Suisse. Donc vous vous imaginez au début du XXe siècle, une dame qui était une femme de notable, qui recevait tous les notables de la ville régulièrement à des déjeuners ou des dîners, enfin bon. Et puis elle faisait partie alors je ne sais pas si elle était protestante ou catholique, peu importe, mais en tout cas dame patronesse, de tout ce qui se faisait, s'organisait dans la ville, etc. Et puis cette femme était absolument terrifiée parce elle rêvait régulièrement qu'elle sortait d'un bar malfamé, dans un quartier malfamé de la ville, et qu'elle était ivre, morte, et qu'elle était une prostituée ivre, morte, et qu'en sortant du bar, elle tombait dans le caniveau et qu'elle était bourrée, roulée dans le caniveau. Voilà. C'est tout simplement un de ces aspects à cette femme. Et son inconscient lui montrait à l'époque que, d'accord, elle jouait les dames très respectables, les femmes de notables qui étaient une bonne épouse, qui accueillait correctement les choses, etc. Une femme qui s'occupait bien de ses enfants,
bien de ses invités, blablabli, blablabla, mais qu'elle était aussi la prostituée bourrée dans le caniveau. Là, l'inconscient lui la remettait à sa place. Et franchement, accepter et intégrer quelque chose comme ça, c'est pas facile. C'est absolument pas facile. Pour moi, Et pour moi, vas-y. ce que j'entends, c'est accepter déjà de voir, simplement de voir. Mm. C'est ça. C'est pas facile du tout. C'est extrêmement compliqué. Et ça, la plupart des personnes doivent déjà confronter cet aspect. Quand vous pensez de vous-même que vous êtes quelqu'un de très clean, très bien, etc., et que d'un seul coup, vous vous rendez compte que finalement, c'est peut-être pas le cas. Mais c'est pas le fait de dire que vous n'êtes pas bien, c'est d'intégrer cette autre partie que nous avons rejetée de nous. Le problème, il est là. Quand j'entends, par exemple, je vous donne un exemple d'une de mes amies, une amie proche, qui s'est occupée pendant très très longtemps elle était mariée pendant je vois, genre 35 ans, et quand elle était célibataire sans enfant, quand elle a rencontré son mari, qui était divorcé avec 2 enfants. Et puis, elle s'est vraiment jetée corps et âme, elle a aidé cet homme, elle a aidé à élever les enfants, elle les a énormément aidés financièrement, etc., etc. Et elle voulait absolument un enfant. Et puis lui, il était plutôt réticent. Finalement, elle a fait un enfant. Et puis, en discutant avec elle, il y a déjà pas mal de temps, et à un moment donné, elle a sorti, mais de toute façon, il me devait bien ça. Voilà, ça, c'est l'ombre. Il lui devait rien du tout. La femme, elle a accepté. Et on lui a pas mis le couteau sous la gorge en lui disant tu vas t'occuper de ces 2 enfants, tu vas donner une partie de son salaire pour t'occuper de ces 2 enfants. Ça n'a jamais été le cas. Mais le fait il me devait bien ça, il me devait bien quand même d'avoir un gamin. Elle lui a jamais dit, elle s'est retrouvée, comme beaucoup de femmes, par miracle enceinte. Hmm. Il y en a énormément. Vous connaissez certainement des copines qui sont retrouvées enceintes par miracle. Moi, je connais beaucoup autour de moi qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui se retrouvaient avec des enfants. J'en connais même une avec 4 ans, vous voyez. Mais ça, c'est l'ombre. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. C'est pas une question de jugement, mais d'être conscient de ça. Et ça, c'est pas facile à intégrer parce que c'est pas forcément un aspect qu'on a envie de voir de soi. C'est dans ce sens-là, il faut se confronter à ça. Par exemple, quand on a été pendant des années quelqu'un qui a utilisé les autres pour avoir telle ou telle promotion, et qu'on s'est présenté autrement, ou tout simplement parce qu'on utilisait, on se prit pour un séducteur et pendant des années, on a utilisé les femmes un genre de Kleenex, quoi. Bah, c'est pas très reluisant. Voyez? Et c'est pour ça que c'est un aspect auquel on doit se confronter. Mais cet aspect inconscient n'est pas forcément négatif. Je ne veux pas jouer les Toto Freud, hein, c'est pas ça le problème. Parce qu'il y a des aspects extrêmement positifs là-dedans. Mais pour pouvoir se confronter à ce que la société attend de nous, ou la famille tout simplement, ben on va être domestiqué, comme on dirait dans le chamanisme, on va être domestiqué, on va être mis dans un certain, on va dire, on va être mis dans un moule. Et notre vision du monde, notre perception du monde va être en lien avec cette vision idéale de nous-mêmes. Et cette vision idéale de nous-mêmes peut être aussi la vision du bad boy ou de la bad girl, vous voyez, c'est-à-dire la personne qui va jouer je suis plus rebelle que les autres, je suis plus horrible que les autres. Ça peut être également ça, hein, c'est pas forcément une version positive. Mais du coup, je vais te faire les choses encore pires que les autres parce que c'est le côté que je revais comme personnalité et que l'on met du côté, on va dire, de l'inconscient, des choses extrêmement, des qualités positives que l'on ne va pas exprimer. Est-ce que c'est plus clair, Philippe, au Euh, niveau de la confrontation? C'est en fait une question de terme. Dans la confrontation, moi, je comprends le mot confrontation comme une lutte, alors que la façon que tu l'expliques, ce que je vois, c'est en fait avoir le courage de voir les choses en face.
Ben, c'est une lutte. Ben, C'est avoir le courage, c'est une lutte. ouais, en fait, c'est juste une question de terme. Mais je comprends, je comprends. Parce que c'est de voir comment on est, c'est pas facile. À tous les niveaux, hein. Je veux dire, je parle ni de positif ni de négatif. D'ailleurs, j'ai dit à cet ami il y a quelques années, je lui avais dit, mais fondamentalement, on s'en fiche de ce qui s'est passé. Voilà, aujourd'hui, tu es là, tu as ton enfant, etc., etc. On n'est pas là pour te juger. Mais dis-toi bien que ne te donne pas une identité qui n'est pas, ne te ment pas. C'est ça. Le fait que tu as acheté ton mari et après tu as estimé que ton paiement devait être ça et qu'il te devait au minimum ça. Non. Voilà, c'est quand on se ment, le problème il est là. Mhm. Il n'est pas le fait bien ou mal, c'est pas le problème. C'est pas ça le problème. Quand on commence à se regarder comme on est réellement, on commence à évoluer. Mais ce n'est pas facile. C'est pour ça que c'est toujours, que les gens sont toujours on va dire, on est en lutte avec soi-même, en lutte vis-à-vis de notre société, etc. Regardez d'ailleurs aujourd'hui dans une société de plus en plus, on va dire, où on a de moins en moins le droit de dire ce qu'on pense, d'avoir une opinion qui est divergente de l'opinion mainstream, on va dire générale, ben les gens n'osent même plus dire. Ils n'osent même plus dire ce qu'ils pensent, même à leur famille. Si éventuellement ils doutent de tel ou tel sujet, ils ne vont pas le dire parce qu'ils vont être mal vus. Alors, je pense que c'est même encore pire aujourd'hui que ce qui était il y a quelques années, avec un système extrêmement policé, où en France même, on va même il va même pouvoir y avoir de la délation dans les familles. Si vous dites un truc, bah tiens, il y a je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui, là je suis pas d'accord, bah si votre copain, votre voisine ou votre belle-sœur ou je ne sais pas quoi qui a envie de vous faire un sale coup, sous l'étiquette de la bien-pensance, on va pouvoir vous dénoncer. Oh, c'est extraordinaire quand même. Ah, je peux vous assurer que la Stasi n'aurait pas rêvé mieux, hein. Ou certaines entités gouvernementales des anciens pays de l'Est, ils auraient rêvé de faire ce qu'on fait actuellement. Bon, tout va bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça? Euh, Moi, j'aurais quand même une question pour revenir d'un point de vue plus pratico-pratique sur le point d'assemblage. Oui. Parce que du coup, vous disiez que ça se passe plus à droite au niveau de l'omoplate. Moi, il y a quelques années, j'avais eu un accident de voiture, c'est un choc latéral droite, justement, et depuis, j'ai des problèmes avec l'omoplate plutôt à gauche et l'épaule. Est-ce que ça a pu bouger dans ce genre de cas-là et comment on le remet si c'est le cas? Parce que trouver un bon chaman à portée de main, c'est pas. Alors, la première des choses, Marie, est-ce que vous avez vu des changements en termes de perception du monde? Ben, on va dire ce qu'il y a, enfin après ça s'est cumulé, c'est plutôt une conjonction de facteurs qui est à différents niveaux. Parce qu'après, moi, il y a eu des luttes familiales assez intestines, on va dire, qui ont commencé à peu près à cet même horizon. Et c'est aussi quand il y a eu l'entrée de Pluton dans mon signe que je me suis tapée pendant 15 ans. Donc, il y a eu des facteurs, on va dire, sur différents étages qui ont apporté des turbulences, quoi. Donc après, à quoi l'associer, je sais pas. Non, mais est-ce que vous avez eu des perceptions différentes? Est-ce qu'il y a eu des choses au niveau, on va dire, intuition, qui ont bougé? Ou est-ce que votre représentation du monde était la même? Déjà ça. Parce que Non, est-ce qu'il y a ouais, ouais, pas forcément. alors, le point d'assemblage n'a pas bougé. D'accord. C'est plus au niveau énergétique, à un autre niveau, mais pas au niveau Ouais, du point ouais. d'assemblage. Parce que le point d'assemblage bouge lorsque, par exemple, vous avez tous, enfin, j'imagine que la plupart d'entre vous ont un jour un peu bu trop de vin ou trop de champagne ou trop de je sais pas quoi. Vous ne percevez plus les choses de la même façon. Il y a quand même des trucs un peu, ben c'est ça. Si quelqu'un a pris des plantes de pouvoir, ça, c'est un mouvement du point d'assemblage.
Si quelqu'un a eu un épisode psychotique, si quelqu'un a eu un épisode schizophrénique ou je ne sais quoi, c'est un mouvement du point d'assemblage. Si vous entendez des voix, si vous voyez un petit peu l'invisible, si vous voyez des formes, c'est que votre point d'assemblage, il n'est pas tout à fait fixé. Voilà. Mais très légèrement, hein. C'est infime. Parce que il avait vraiment changé, il avait bougé beaucoup. Moi, j'ai vu quelqu'un, alors, vous pouvez tout à fait dire que je raconte n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Mais moi, j'ai vu des gens, enfin, une personne, quand le point d'assemblage bouge véritablement, mais vraiment, la personne disparaît de notre plan physique. Elle disparaît littéralement sous les yeux. Vous êtes là, vous parlez avec la personne, et puis d'un seul coup, la personne n'est plus là. Ça, c'est un mouvement du point d'assemblage. J'ai vu aussi une fois une personne, un chaman qui faisait bouger son point d'assemblage, il avait changé de forme. Mais carrément changé de forme. Du genre, moi j'ai vu ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Une personne que vous voyez, vous avez l'impression que la personne a 16-17 ans, vous la retrouvez le lendemain, c'est une vieille femme de 90 ans. Vous dites, attends, mais j'ai rêvé ou quoi? C'est un mouvement du point d'assemblage. Votre point d'assemblage, vous pouvez transformer votre corps physique, on va dire féminin, et vous devenez un homme. Ça, c'est un mouvement du point d'assemblage. Donc, vous avez le point d'assemblage vous permet de changer totalement de réalité. Mais nous, on peut en être maître, en fait, nous-mêmes, ou arriver à le bouger, enfin, avec des pratiques, bien sûr. Voilà, le chaman, oui, mais ça demande des années de travail. Déjà, ne serait-ce que de percevoir le point d'assemblage. Commencer, ne serait-ce que même, en dehors même de percevoir le point d'assemblage, c'est-à-dire de vous rendre compte, de réaliser que le monde s'assemble et se désassemble. Que cette réalité, c'est juste une construction. Que la réalité dans laquelle nous sommes n'existe pas quelque part en pur et dur. Là, j'ai mon bureau, là. Oui, mais enfin, mon bureau, voilà, c'est un assemblage. Et ça peut disparaître. Ne serait-ce que ça. Vous voyez, on est tellement, je dirais, modelé dans notre représentation du monde qu'on a énormément de mal à se dire, ah, mais c'est une construction. Donc, le point d'assemblage, alors vous voyez, il y a des jeux, je me souviens de ça quand on était enfant, on avait des espèces de boules, et puis il y avait des fils qui passaient, on pouvait les tirer, la boule bouge, la boule et les fils, ou le fil, je ne sais plus ce que c'était, mais ça bouge. C'est exactement la même chose. Le point d'assemblage, vous imaginez des fils qui passent, enfin, c'est des filaments lumineux qui passent, et quand le point d'assemblage bouge, le monde autour de vous n'est plus du tout le même. Voilà. Et donc, ne serait-ce que réaliser ça. Ensuite, on bouge le point d'assemblage par différentes pratiques, qui est déjà le fait, il faut déjà récupérer notre énergie. Une énergie que l'on perd tout au long de notre vie, par les interactions sociales que nous avons, et défaire notre représentation du monde, notre construction du monde. Parce que notre représentation du monde est une domestication. On est éduqué, et d'ailleurs aujourd'hui on le voit quand même très clairement, pour ceux qui ne veulent pas voir, alors là tant pis pour eux, mais on se rend compte que l'on met les gamins dès leur naissance dans les moules. On dresse les enfants pour obtenir tel ou tel résultat au niveau société. Natacha, Oui. la dernière fois que j'ai fait un exercice de transmutation d'énergie, de mes énergies en fait, pour essayer de changer certaines choses négatives en points plus positifs, j'ai eu une perception qui a bougé en fait tout face à moi. C'est comme si tout le monde pivotait à 180 degrés en fait. J'ai eu cette sensation-là. Est-ce que c'est mon point d'assemblage qui a bougé à ce moment-là ou pas? Automatiquement, quand on change de perception, c'est le point d'assemblage qui bouge. Je ne parle pas d'une perception intellectuelle, hein. Ouais. Vraiment avec tous les sens.
C'est un Ouais, mouvement de point d'assemblage. c'est comme si le monde s'effondrait, que tout se retournait, en fait. Oui, mais il y a un réajustement, c'est un réassemblage. Voilà. Hmm. Et l'inconscience, c'est de prendre conscience, je veux dire, c'est commencer à prendre conscience que ça existe. Et pour répondre à Marie, oui, on peut travailler dessus. Oui, on peut, alors déjà prendre conscience, déjà visualiser. Et une fois qu'on visualise, c'est déjà énorme. Quand vous visualisez une personne, quand vous regardez une personne et d'un seul coup, vous la percevez sous forme d'énergie, c'est quand même assez bizarre. Quand vous percevez son point d'assemblage et les filaments, c'est étonnant. Et quand vous percevez et quand vous vous rendez compte que vous pouvez changer. Alors, je vous dis, il faut récupérer son énergie que l'on perd tout au long de notre vie, donc récupérer notre capital énergétique. Et puis ensuite, il y a des disciplines à pratiquer, du genre la récapitulation, c'est-à-dire le récupérer l'énergie de la journée qu'on a passée, affiner notre énergie et se défaire de tout notre système de croyances. Voilà. Ça, ce sont des choses que l'on fait d'un point de vue chamanique et c'est, je veux dire, c'est un boulot, mais ça se fait. Donc, il y a évidemment des personnes qui sont plus capables que d'autres à entrer en contact avec leur inconscient. Mais il faut savoir gérer ça, parce que c'est gérer l'inconnu. Je vais vous dire une chose, un jour j'ai une copine à Paris qui m'a dit, oui, mais moi de toute façon je suis chamane. Alors bon, bah ok, si tu es chamane, why not, hein, moi je ne vais pas te contredire, il n'y a aucun souci, on ne va pas se fâcher pour ça. Mais elle avait peur des morts. Elle voyait les morts, elle avait peur des morts. Vous parlez d'un chaman, quoi. Ça va pas ensemble. Alors, déjà et d'une, dans le domaine chamanique, la confrontation avec l'abstrait, avec l'inconnu, ça demande déjà une sacrée structuration et un sacré courage. C'est d'un côté une maîtrise tout en ayant un lâcher prise. Si on veut absolument tout le temps avoir raison, si on veut toujours contrôler tout ce qui se passe, c'est qu'on n'est quand même pas forcément toujours prêt. C'est tout simple. Ce sont des petits indicateurs. C'est compliqué. C'est pas simple. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont, quand commencent à être en contact avec ces réalités-là, leur structure psychologique n'est pas suffisamment costaud et elles peuvent, alors, selon les personnes, elles peuvent sombrer dans une forme de folie. Vous savez, les gens qui ont la folie des grandeurs, les gens qui ont un ego surdimensionné, les gens qui se prennent pour des gourous, c'est déjà sombrer dans la folie. Le besoin de pouvoir, etc., etc. Et puis, il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont confrontées à l'inconscient, peuvent expérimenter ce qu'on appelle une mort précoce. Bizarrement, il y a énormément de gens qui décèdent assez jeunes, tout simplement parce qu'elles ne sont pas prêtes à se confronter à ce qu'on appelle l'inconnu. Carl Gustav Jung avait une de ses patientes qui alors à des moments donnés, quand on fait une thérapie avec des gens costauds, on arrive à un seuil où on se dit, bon, alors ça suffit, j'ai suffisamment travaillé, ou alors il y a une forme de résistance qui se crée, la personne ne se rend pas forcément compte qu'elle est dans la résistance. Et cette femme, elle avait décidé, alors elle vivait à l'étranger, elle faisait des allers-retours, elle avait décidé d'arrêter sa thérapie. Why not, il n'y a aucun souci. Et puis, elle se balade dans les alpages, alors vous vous imaginez, début du 19e siècle, du 20e siècle, dans les alpages de Suisse, bucoliques, il n'y a pas grand monde, hein. Donc, voilà, elle était dans les montagnes en train de se balader, personne alentour, et elle se ramasse une balle de tennis en pleine poire. Elle a été blessée, mais avec une vitesse et une violence, dans plein milieu des alpages, genre à 2500 mètres d'altitude. Il n'y avait personne. Et la femme a eu l'intelligence, la réflexion, la clarté d'esprit, je ne sais pas comment je peux dire ça, de se rendre compte que c'était un signe de l'inconscient.
la balle de tennis, les choses rondes, ce sont ce qu'on appelle des signes du soi, des signes de la totalité. Elle s'est ramassée la totalité dans la figure, elle a été hospitalisée quand même, hein, parce que ça a été violent, elle s'est retrouvée à tomber dans les pommes, elle s'est évanouie, elle a été hospitalisée, etc., etc. Elle s'est rendue compte que c'était un symbole de la totalité et qu'elle était, au moment où ça lui est arrivé, elle avait décidé d'arrêter sa thérapie. Bon, évidemment, elle ne l'a pas arrêtée, parce qu'elle avait suffisamment de conscience pour se rendre compte que c'était un signe. Mais il y a des personnes qui ne se rendent pas compte des signes et qui vont se retrouver à avoir un accident, à avoir une maladie, et si vous voulez, elles ne sont pas prêtes et du coup, elles expérimentent une mort précoce. Il y a énormément de personnes qui, lorsqu'elles ont un accident, genre accident de voiture, on se dit, oh punaise, c'est la faute à pas de chance. Non, non, c'est pas ça. Mais bon, comme ils ne savent, on ne sait en général pas décoder, on n'est pas capable d'interpréter correctement. Donc, dans le chamanisme, on dit, pour ce genre de choses, que les esprits réclament leur dû. Tout simplement. Caroline qui dit, j'en sais quelque chose. Voilà. Donc, lorsque une personne fait comment je dirais, l'expérience de la folie, lorsqu'une personne fait l'expérience d'une mort précoce, c'est tout simplement le monde de l'inconscient qui surgit dans la vie de la personne et la personne n'est pas suffisamment costaud pour pouvoir y faire face. Donc, quand on garde, nous, en tant que personnes incarnées, expérimentons ce monde physique, si nous gardons un contact avec notre inconscient, avec cette personnalité éternelle que nous possédons, nous devons avoir une personnalité extérieure, un moi, comme on pourrait dire en langage psychologique, bien construit, adapté au monde extérieur. Et nous devons devenir des schizophrènes fonctionnels, ce que j'appelle un schizophrène fonctionnel, c'est-à-dire un pied dans l'inconscient, un pied avec tout ce qui se passe et un pied dans le monde conscient. Voilà. C'est-à-dire que c'est que comme ça qu'on va pouvoir expérimenter un contact avec l'inconscient de façon sûre. Donc, il faut être bien construit. Il y a des personnes qui sont pas capables de ça parce que c'est pas facile. Donc, on a une vie consciente et on a une vie inconsciente. Et la plupart du temps, la vie inconsciente, on la nie, ou elle est la nuit, et donc du coup, c'est du n'importe quoi. On se dit, j'ai encore rêvé d'idiotie, ça tient pas la route, etc. Et donc, nous sommes composés de deux totalités, des aspects conscients et des aspects inconscients, des aspects positifs et des aspects négatifs, des dynamiques créatrices et des dynamiques destructrices, ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Vous voyez, on a tous ça. À des moments donnés, on fait fort dans l'auto-sabotage. On a des manques, on a des acquis, on a des qualités, on a des défauts, ce qui est considéré, entre guillemets, comme qualité ou comme défaut dans notre société. Donc, on est extrêmement complexe et chaque individu est unique et différent. Donc, on a une personnalité consciente qui est une construction individuelle, qui vient d'une domestication sociale, sociétale, familiale, etc. Et donc, cette personnalité se développe à partir des interactions établies avec le monde extérieur, entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et donc, c'est évidemment par le fait qu'on ait un corps physique et qu'on établit des liens avec les uns avec les autres. Donc, cette personnalité se construit à partir de sensations physiques, à partir de sensations aussi perçues psychologiquement de l'intérieur, à partir de contenus psychiques inconscients. Voilà, elle s'établit comme ça. Et
On s'identifie la plupart du temps en tant que personne à ce qu'on appelle, euh, en langage psychologique, on va dire la persona, c'est-à-dire ce qu'on se construit, le rôle que nous tenons dans notre société, dans notre famille, etc., dans notre entreprise. Et on s'identifie souvent à ça, ce qu'on appelle la persona. Le problème, c'est que quand on s'identifie à ce rôle-là ou à cet idéal que nous aimerions avoir, par exemple, j'ai mon idéal de femme, je suis mère de famille, pour moi c'est ci, c'est ça, ou peu importe le narratif qu'on s'est construit, mais à un moment donné, quand le narratif s'effondre, par exemple, lorsque les personnes se retrouvent à la retraite, leur narratif social s'effondre, puisqu'ils n'ont plus du tout elles n'ont plus du tout le même rôle, et du coup, ça devient extrêmement compliqué. Et c'est une confrontation avec un nouveau pan de notre vie, et beaucoup de gens ne sont pas prêts à ça, puisqu'ils sont identifiés à leur rôle social. C'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, voilà un danger qui nous guette là dans les années qui viennent. Il y a, je crois en France, ils en ont parlé hier ou avant-hier, de proposer comme solution aux gens qui sont à la retraite et qui en ont ras-le-bol et qui sont fatigués ou qui ne voient plus le sens de leur vie, de leur proposer l'euthanasie. Oui, oui, ça c'est une nouveauté. Nous avons le culte de la mort, hein, d'un côté ou de l'autre. Cliquez, poubelle. Allez, hop. Donc, vous voyez, et parce qu'on a une identification à un rôle social, lorsqu'on s'identifie à ce qu'on est à l'extérieur ou ce qu'on estime devoir être à l'extérieur, parce que ça peut être aussi une construction que l'on fait de nous, que nous faisons de nous-mêmes, on veut apparaître sous tel ou tel dehors, mais quand ça s'effondre, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Si on n'a que ça comme référentiel. Si par contre on a développé au niveau intérieur quelque chose d'autre, là on a la possibilité de survivre. Mais imaginez-vous, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la retraite, qui font des dépressions à la retraite, qui n'ont plus l'impression que leur vie, qui ont l'impression que leur vie n'a plus de sens, qui commencent à déprimer, etc., et qui font des maladies une fois qu'ils sont à la retraite. Qu'elles sont à la retraite. Et elles vont déclencher un cancer, elles vont déclencher une maladie auto-immune, elles vont déclencher je ne sais pas trop quoi, etc., etc. Et du coup, elles ne restent pas très très longtemps à la retraite. Parce que la mort finit par les rattraper. Parce qu'elles n'ont pas suffisamment établi de lien avec leur personnalité intérieure éternelle. Donc, elles se sont identifiées au masque qu'elles ont porté toute leur vie dans la société, au rôle qu'elles ont tenu. Et donc, c'est ce qui les a reliées au monde et à la société. À partir du moment où le masque leur a été enlevé parce qu'elles sont parties à la retraite, ben, elles ne savent plus du tout quel est leur rôle dans la société. Et c'est aussi un rôle qui était, on va dire, attendu par un collectif. Le collectif peut être la famille, comme la société, peu importe. Donc, notre inconscient est une vaste structure qui nous est totalement étrangère et qui est composée de différents contenus. Et il y a un aspect dans l'inconscient qui est personnel et individuel, par exemple le nombre familial, notre représentation du féminin lorsqu'on est un homme ou notre représentation du masculin lorsqu'on est une femme, et un aspect collectif de l'inconscient qui est relié à un vaste ensemble, et ce vaste ensemble, c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Voilà. Donc c'est extrêmement compliqué, et donc c'est ce vaste ensemble de l'inconscient collectif qui va se retrouver dans ce qu'on appelle le fameux point d'assemblage de notre structure énergétique, entre guillemets. Donc, il y a des contenus qui sont uniques, il y a des contenus individuels et uniques qui nous sont propres, qui nous sont personnels, mais il ne faut pas jamais oublier que ces contenus uniques sont de toute façon influencés par les contenus de l'inconscient collectif.
Donc, dans l'inconscient collectif, il y a des contenus universels qui sont, par exemple, les contenus universels, on a des instincts, on a des archétypes. Des archétypes, ce sont qui apparaissent, qui sont, je vais utiliser un mot technique, mais qui sont constellés. Imaginez-vous, vous avez peut-être tous vu un jour quand on passait un scanner, les gens qui passent un scanner, il y a des zones qui sont, par exemple, un scanner du cerveau, il y a des zones qui sont plus lumineuses que d'autres. Et quand un archétype, c'est-à-dire, c'est une expression un archétype, c'est un schéma de comportement humain. Quand cet archétype est allumé, dans un scanner, on va avoir une zone du cerveau qui va être allumée. Et c'est ce qu'on appelle être constellé. Donc, il y a un archétype qui va jouer un rôle. Et l'archétype peut être constellé au niveau de la société en général ou au niveau individuel. Voilà. Et il y a des gens qui vont porter cet archétype. Alors, il y a des tas d'archétypes différents. Par exemple, dans l'archétype de la mère, un archétype assez facile, on a une représentation de ce que c'est que la mère. Une mère, qu'est-ce que doit être une mère? Bonne et aimante. Et qu'est-ce que vous faites de l'ombre de cet archétype qui est également l'archétype? Il y a la mère destructrice. Il y a la mère incestueuse. Il y a la mère qui tue ses enfants. C'est aussi un archétype de la mère. Eh bien oui, ça fait partie du tout. Et malheureusement, si la mère, celle qui a le modèle de je suis une mère aimante, blablabla, je suis celle qui soutient mes enfants parce que je suis là pour ça, etc., etc., ne se rend pas compte que dans l'archétype général de la mère, dans ce schéma collectif par lequel elle est automatiquement influencée de façon inconsciente, il y a également la mère destructrice. Si elle ne se rend pas compte de ça, elle ne va pas intégrer ses limites et elle peut, par son comportement hyper protecteur, ce qu'on appelle aux États-Unis les mères hélicoptères, elle peut, par un schéma comme ça, détruire tous les potentiels de ses enfants. Elle peut détruire son fils ou sa fille. Elle peut saper la confiance que l'enfant a en lui. Et ça, c'est l'aspect destructeur. Mais comme c'est un aspect pour elle qui ne l'effleure même pas et qu'elle trouve la mère, on va dire, qui fonctionne sur le schéma de la mère parfaite, qui fait tout ce qu'il faut pour les enfants, ne va pas être capable d'intégrer cet aspect et cet aspect trop parfait va se retourner contre elle. Donc, l'archétype, c'est ce qu'on appelle l'archétype, donc c'est un schéma qui est imprécis, c'est une structure imprécise qui se manifeste uniquement lorsque, chez certaines personnes, quand il y a une activation d'images mythiques, etc. Vous avez des gens qui sont mus par l'archétype du sauveur ou sur lequel est projeté l'archétype du sauveur et qui vont être touchés par ce côté-là. Donc, voilà, ça va, et chacun peut être, on va dire, moi je vais dire adombré par un archétype. Donc, c'est une structure dynamique extrêmement puissante qui exige sa réalisation et demande à être vécue. Et c'est quelque chose sur lequel on n'a aucune prise. C'est pas nous c'est l'archétype qui se manifeste, c'est pas nous qui décidons de manifester ou pas un archétype. Tout simplement. Donc, l'anima, c'est-à-dire l'archétype de la femme chez l'homme, ou l'animus, l'archétype de l'homme chez la femme, ce sont des archétypes qui se manifestent dans nos comportements et dans la façon dont nous fonctionnons avec les hommes et les femmes de notre vie. Alors, quand je dis de notre vie, c'est pas forcément nos maîtresses, nos amants, ce que vous voulez, peu importe, c'est aussi les gens qui sont des hommes ou des femmes, qui peuvent être nos enfants, qui peuvent être nos partenaires, qui peuvent être nos collaborateurs au niveau professionnel. C'est-à-dire, tout ça, ça va être notre anima, notre aspect féminin ou notre aspect masculin va être projeté sur une personne.
et sur les différents hommes ou les femmes de nos vies. Et ils vont faire le forcing, c'est-à-dire que si nous tenons pas compte de leur message qui se manifeste par le biais des rêves, des actes manqués, etc., si nous n'en tenons pas compte, de toute façon, ils vont revenir et ils vont se manifester jusqu'à nous rendre malades ou nous mettre dans des situations extrêmement dangereuses, périlleuses, etc. Donc, la mère, par exemple, chez une femme, c'est autant la femme bienveillante, salvatrice, etc., que la sorcière ou la mort. C'est la vieille femme sage, c'est la déesse bienveillante, la déesse de la fécondité, mais c'est aussi la déesse de la mort. C'est, si vous voulez, les différents aspects du féminin. Et en général, l'irruption ou la manifestation d'un archétype, c'est ce qu'on appelle un avertissement. On doit vraiment faire très attention lorsqu'on a un archétype qui se manifeste en nous. Parce que l'archétype, comme tout, possède son propre pouvoir de guérison. Ce n'est pas quelque chose dont nous devons avoir peur, mais que nous devons intégrer pour pouvoir manifester ça de manière plus harmonieuse dans notre vie. Vous savez, par exemple, le héros, quand on parle, si vous faites un peu, si vous lisez des bouquins, vous vous intéressez au cinéma, on parle toujours du héros et de l'anti-héros. Mais c'est les mêmes, hein. Le héros peut se manifester sous la forme de la vie, de défendre la vie, défendre la veuve et l'orphelin, mais aussi la destruction. Ce qu'on appelle l'anti-héros, alors que c'est juste l'autre face du héros, tout simplement. Et parce que chaque aspect porte en lui-même ce qu'on appelle l'ombre, sa propre ombre. Et ce n'est que lorsqu'un archétype est à la frange de la conscience, dans les rêves, qui se manifestent dans les rêves, dans les visions, qu'on peut le voir sous son aspect double. Ce n'est que à ce moment-là. Et c'est ce qu'on appelle une conjonction d'opposés. Laurence. Natacha, est-ce que tout le monde a un archétype ou est-ce que l'archétype se manifeste que chez certaines personnes? Les archétypes sont présents dans tous les inconscients. Tous les archétypes sont présents partout. Ils se manifestent sous des circonstances bien précises chez chacun. Mais pas, par exemple, si moi je vais avoir d'un seul coup l'archétype du héros qui va se manifester, c'est pas pour ça que ça va se manifester chez mon voisin. Par contre, des archétypes de base comme l'archétype de l'ombre, l'archétype du féminin chez l'homme ou du masculin chez la femme, ça se manifeste chez tout le monde. Puisqu'autrement, on n'aurait aucune relation. Et automatiquement, le choix du féminin ou du masculin dans notre vie va être en lien avec la façon dont cet archétype va se manifester, se polariser, se montrer. Et plus nous aurons connaissance de cet archétype et de son fonctionnement, plus nous allons pouvoir intégrer les aspects et changer des choses si on a des relations bancales avec le masculin ou le féminin, on va pouvoir intégrer ça de manière plus harmonieuse. Voilà. Pardon, est-ce qu'on peut intégrer aussi plusieurs archétypes au fur et à mesure de sa vie? Bien sûr, mais c'est un processus de toute notre vie. On a par exemple l'archétype, l'ombre, c'est quelque chose qu'on intègre, c'est un travail que l'on fait en général en psychanalyse, où c'est un travail de l'ombre, on intègre l'ombre. L'ombre, c'est tout ce qu'on a refusé de nous-mêmes. Ce sont tous nos aspects qu'on a refusés, positifs ou négatifs, hein, peu importe. Si vous êtes un artiste et que vous êtes né dans une famille, je ne sais pas moi, de magistrats, de médecins, etc., évidemment, on n'a pas eu envie, lorsque vous étiez enfant, que vous puissiez réaliser votre côté artistique. Donc ce côté artistique et toutes ces capacités, ces talents ont été relégués dans l'ombre. Ça fait partie des contenus de l'ombre, qui sont extrêmement positifs.
Et si vous voulez, ça, on l'a toute notre vie, ça se manifeste tout le temps. Sous forme, comme j'ai dit, d'actes manqués, etc., etc. Le féminin va se manifester chez l'homme par le choix des femmes qui l'entourent, qu'il fréquente, etc. Et le masculin chez la femme par le choix des hommes avec lesquels elle a une relation. Voilà. Après, il y a d'autres archétypes qui se manifestent. C'est par exemple les mythes sur lesquels notre structure psychologique, elle est construite sur un mythe bien particulier. Et bon, les gens en général ne le savent pas, mais cet archétype va se manifester également. Mais la plupart du temps, on ne le sait pas. Alors, je prends toujours le même exemple parce qu'il est flagrant. Il y a des personnes qui ont leur structure psychologique, elle est construite sur l'archétype, on va dire l'archétype mythologique de Cassandre. C'est-à-dire celle qui voit clair, mais que personne ne va croire. Et il y a beaucoup de personnes qui sont construites dont la structure mythologique est construite sur le mythe de Cassandre. Et à chaque fois que la personne dira quelque chose, de toute façon, on ne la croira jamais. Jusqu'à ce qu'on se ramasse le truc dans la figure et à la limite, on reproche à la personne en lui disant « Mais t'aurais pu me prévenir. Crétin, ça fait quand même 15 fois que je te le dis, quoi. Mais t'as juste pas voulu entendre. » Vous voyez? Ça, c'est un mythe. Et on a chacun des mythes. On a le mythe de Prométhée, on a le mythe d'Athéna, on a le mythe d'Aphrodite, etc. Il y a des femmes qui portent en elles le mythe de Vénus et d'Aphrodite. Et quand on sait que ce sont des déesses, entre guillemets, de la séduction, de l'amour charnel, mais aussi de la magie et de la guerre, ça explique certains comportements féminins de base. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je viens de dire. Par exemple, on a des femmes extrêmement séductrices parce qu'elles activent des archétypes, elles sont très inconscientes, elles pensent être très conscientes, je fais ci, je fais ça, j'ai une séduction, mais justement parce qu'elles sont très à la frange de l'inconscient. Elles sont très peu différenciées. Du coup, elles vont réveiller certaines choses on va voir tout ça ce week-end, qui vont, on va dire, résonner chez l'homme en question, peu importe l'homme, on s'en fiche. Et l'homme va être avec. Alors, si ça marche avec une nana, why not? Mais il va se rendre compte que cette femme, par exemple, peut être très belliqueuse. Ou va pouvoir fomenter des trucs et faire des espèces de machins par derrière pour des magouilles, etc., pour le retenir. Ben voilà, ça fait partie de l'archétype. C'est pas juste la nana qui fait la danse des 7 voiles pour séduire Zozo en question. Hein. Non, il y a tout le reste qui est derrière. Et le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Et du coup, le pauvre gars là, qui pense être tombé amoureuse de la femme fatale, la belle plante absolument charmante, etc. Ben, oui, mais la belle plante, elle a ça aussi avec. Hein. Pareil pour la femme. Lorsqu'elle est attirée, par exemple, par un homme protecteur, qui fait tout ce qu'il faut, eh ben, il y a l'envers du décor. Et l'envers du décor peut également se manifester. Ne se manifeste pas forcément, mais il y a quand même de fortes chances, s'il y a quelque chose qui est activé, que cet envers du décor se révèle. Voyez? Est-ce que je suis un peu plus claire, Laurence? Très clair. Et il existe un bon livre sur justement les archétypes, les différents archétypes qui... Les archétypes sont multiples, mais il y a des bouquins, je pourrais vous fournir une bibliographie, oui. D'accord. Je rajouterai quelques livres sur les archétypes, oui. Merci. Donc, Moi, Natacha, oui, ah, pardon. Non, je voulais juste revenir sur, ce dont on a parlé précédemment. Est-ce que l'amnésie fait partie du changement du point d'assemblage? Ou alors c'est complètement différent? Quand on est amnésique suite à un choc ou quelque chose comme ça? Tu as bien fait de préciser suite à un choc. Alors, Oui, en général, non, mais tu as bien fait de préciser. En général, et c'est vrai qu'en général, ça arrive suite à un choc, ou alors quand on a une tumeur au cerveau, ça, c'est quand même pas top. Hein, mais c'est vrai que en général, lorsqu'il y a un point d'assemblage qui bouge,
il faut avoir énormément d'énergie pour ramener le souvenir avec soi. Et quand on n'a pas suffisamment, et beaucoup de gens, et même des gens qui s'entraînent au niveau chamanique, qui sont pris en main par des chamans, quand ils sont dans un état, on va dire ce qu'ils appellent la seconde attention ou un état de conscience, un état modifié de conscience, les chamans, il y a des enseignements qui se font dans ces états-là, mais quand ils reviennent, la personne va revenir de cet état, elle ne se souvient pas. Il y a une amnésie qui se forme. Par contre, est-ce que le fait d'avoir, là je pense que ce que tu veux dire, c'est est-ce que quand il y a eu un choc, il y a une amnésie de ce que la personne était avant ou l'amnésie de ce qui s'est passé pendant le choc? Je sais pas, il y a des personnes qui deviennent amnésiques suite à un choc et qui ont toute une partie de leur vie qui disparaît de Donc c'est ce leur. qui s'est passé avant le choc. Donc Oui, il y en a qui ont oui, d'accord. des disparitions d'avant le choc ou pendant le Oui. choc. Ou. Alors à mon avis, pendant le choc, c'est tout à fait un mouvement du point d'assemblage qui Ouais. fait qu'elle ne ramène pas ça. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce que je n'y avais pas pensé. Mais par exemple, les femmes qui ont été violées, qui souvent c'est au bout de 30 ans, plus de 30 ans que ça revient. Et ça, c'est suite à un mouvement du point d'assemblage. Et effectivement, à un moment donné, quand elles sont plus construites et que le point d'assemblage peut bouger un peu plus, elles ont le souvenir qui revient. Je n'ai jamais pensé à ça, mais tu as bien fait de me le dire. Et il y a des gens qui ont un accident et qui ne se souviennent pas de ce qu'elles étaient avant. Alors ça, je n'y ai pas pensé du tout. Enfin, l'autre non plus, mais j'ai pas une réponse toute faite. Et même si j'en avais une, elle pourrait être mise en question de toute façon. Mais il faudrait voir si les personnes ont un problème cérébral aussi. Tu vois, des aires du cerveau qui ont été détruites. Mais de toute façon, c'est en lien avec l'assemblage du monde qui est une construction. Donc, je pense que ça serait une piste extrêmement intéressante à creuser. Mm. Mais quand il nous arrive quelque chose dans un accident, dans un abus quelconque, etc., je pense que là, oui, c'est en lien direct avec le point d'assemblage. Parce que c'est tellement violent que le point d'assemblage bouge et après, on n'a pas suffisamment d'énergie parce que l'énergie dont on a besoin, c'est de se soigner et de se guérir de ce qui s'est passé et que structurel, au niveau psychologique, au niveau psychique, je pense qu'on n'est pas suffisamment structuré pour intégrer l'horreur de ce qui vient de se passer. Comme par exemple des gens qui ont été torturés. On raconte souvent quand les gens sont torturés, etc., ils tombent dans les pommes. Alors, bien sûr, il y a la douleur, mais je pense aussi que c'est une façon, toute l'énergie est prise d'un point de vue énergétique, elle est mise au service d'essayer de survivre. Et donc, il n'y a plus rien pour rester conscient, quoi. Et ce sont aussi des mécanismes de défense, à mon avis. Merci beaucoup. Mais c'est extrêmement intéressant comme question et je pense que ça mérite d'être creusé. Mm. Merci beaucoup, Natacha. Vas-y, Marie. Oui, moi, c'était pour savoir, en fait, si quand on travaille en rêve éveillé, par exemple, donc c'est un peu comme les voyages chamaniques, enfin, j'imagine, est-ce que les personnages qu'on voit, c'est toujours des archétypes ou c'est un abus de langage, quoi? Non, ce n'est pas toujours des archétypes. Pourquoi C'est ça pas serait tout. toujours des archétypes? Les Juste. personnages que l'on voit en rêve éveillé, c'est tout simplement une perception de ce qui existe autour de nous, puisque tous les mondes sont imbriqués. Donc, du coup, mais les gens ne sont pas. Si tu vois je sais pas, un animal, un mouton ou je sais pas quoi, tu fais un rêve éveillé et tu vois un mouton juste devant toi, etc. Bah, le mouton, c'est pas un archétype, tu vois, ou alors c'est l'esprit du mouton en général. Bon, ça, c'est autre chose, mais Ouais. je pense que non, parce que oui, dans le rêve éveillé, ils utilisent le mot archétype. Oui, voilà, c'est pour ça que Ouais, c'est un abus de langage. c'est un abus de langage. Ouais, Oui. d'accord. De toute façon, on utilise beaucoup, il y a beaucoup de choses, comme a dit tout à l'heure Philippe, il faut dénoter ou décoder ce que ça signifie Bah exactement, oui, 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 oui. le même sens, ouais. Parce C'est pour que ça.
l'archétype, c'est vraiment une structure extrêmement imprécise et c'est un schéma. Et en général, c'est un schéma vide. Parce que c'est tout le potentiel, c'est le champ de tous les possibles. Par exemple, pour la mère, l'archétype de la mère, c'est le champ de tous les possibles de la mère. Et la mère, elle est sous de multiples formes. Quand on dit, par exemple, qu'une femme a assassiné ses enfants, les a mis dans le congélo, on retrouve ça, on a des choses comme ça, on retrouve 7 enfants qu'elle a mis en monde et qu'elle a assassiné, qu'elle a mis dans le congélo, c'est aussi l'archétype de la mère. Et alors là, on raconte, ah oui, mais c'est pas une mère. Si, c'est juste un aspect de la mère et c'est l'aspect ombre de la mère, mais c'est un aspect de la mère. C'est pour ça que c'est extrêmement, faut être prudent dans nos façons de juger, on va dire. Je dis pas que, disons, éviter de juger et de projeter, parce que nous, de notre côté, si on a une réaction aussi violente, c'est parce que fondamentalement, Il y a une partie en nous. on sait qu'elle est également en nous et que c'est une partie qui nous fait peur et que l'on projette à l'extérieur. Donc, nous avons une responsabilité là, dans ce domaine. Donc, après, on utilise un mot, je vous ai parlé de la balle de tennis que la femme a eue en pleine figure il y a une centaine d'années, donc, et on utilise un mot pour parler dans le langage psychologique jungien, psychanalytique jungien, on utilise un mot qui est le soi. Et le soi, c'est l'archétype de l'entièreté psychique. Ça inclut le conscient et l'inconscient, et c'est évidemment bien plus que ce qu'une personne perçoit d'elle-même, si vous voulez. Donc là, le soi est ce qu'on appelle l'archétype de l'entièreté psychique. C'est vraiment l'entièreté, c'est tout ce que nous sommes. Le soi, c'est tout ce que nous sommes. Vraiment tout. Aussi bien conscient que inconscient. Et que donc c'est la réunion des opposés. Le soi, c'est la réunion des opposés. Et de devenir, si vous voulez, complet, c'est réunir les opposés. Quand on parle de devenir un être éveillé, ce n'est pas un être de lumière. C'est un être qui a réuni en lui les opposés, c'est-à-dire l'ombre et la lumière. Quand une personne dit moi, ce que je veux, c'est être éveillée, je veux être un être de lumière, et qu'elle rejette l'ombre, elle est handicapée. Parce elle fonctionne sur une patte à la place de 2 pattes, si vous voulez. Elle est à moitié. L'être complet, l'être éveillé, c'est celui qui expérimente la réunion des opposés, la tension entre les opposés. On ne peut pas être éveillé si on projette sur l'extérieur notre ombre et qu'on n'en prend pas la responsabilité. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, dans la société dans laquelle on se trouve, est une société extrêmement latéralisée. C'est-à-dire une société qui fonctionne soit c'est blanc, c'est noir. Tu remets ce que je dis en question parce que moi, tu n'es pas d'accord avec moi là-dessus. Par exemple, on n'est pas d'accord avec le narratif de notre charmant président. Du coup, on devient des pro-russes. Ah bon, depuis quand? Vous voyez? Enfin, le truc débile. Je ne crois pas, je ne suis pas chrétienne. Ah ben, donc tu es athée. Ben, pas forcément. Vous voyez? Je veux dire, on a ça partout. Et on est très latéralisé. C'est-à-dire, nous estimons que chez nous, c'est une démocratie. Ah bon? Bon, on peut se poser des questions. Mais bon, why not? De toute façon, hein, peut-être qu'on est surtout dans une tragicomédie, hein, c'est plutôt ça en ce moment. Mais admettons. Et nous ne voulons voir que la lumière, ça veut dire que nous refusons l'ombre. En refusant l'ombre, nous n'admettons pas, nous n'acceptons pas notre ombre. Et du coup, cette ombre qui est là, nous la projetons sur l'extérieur. Donc, si vous voulez, quand nous avons une opposition comme ça, nous projetons.
toujours sur l'extérieur. Et le problème, c'est que nous sommes énergie avant toute chose. Et quand nous projetons une partie de notre énergie, de soi-disant celle qu'on ne veut pas, sur l'autre, ça alourdit la personne et à un moment donné, elle va incarner, elle va jouer le rôle et elle va l'exprimer dans la réalité. Ça veut dire que nous sommes tous, autant que nous sommes, responsables des horreurs qui sont commises par les uns et les autres, parce que nous ne prenons pas la responsabilité. Quand il y a des choses, c'est parce que nous sommes dans une société latéralisée. Et c'est parce que nous n'avons pas intégré ces parties de nous qui sont, on va dire, moins glamour, moins lumineux, peu importe le mot qu'on utilise. Et donc, quand une personne a un comportement criminel, une personne qui va être un serial killer, tout simplement, ben nous en sommes en partie responsables. Parce que nous ne portons pas, nous n'avons pas pris la responsabilité de ces actes-là. Et ça a été projeté sur un seul individu dans une communauté qui, à un moment donné, a exprimé cette énergie-là. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut excuser, pas une question d'excuse. Regardez dans une famille. On a le mouton noir dans une famille. Chaque famille a son mouton noir. À quelqu'un qui est moins apprécié, à quelqu'un qui est un peu plus bizarre que les autres, qui rentre moins dans le rang. Ben cette personne-là va exprimer les choses de tout le groupe que le groupe n'assume pas et rejette dans l'ombre ou dans l'inconscient. Donc c'est pour ça que nous devons être extrêmement prudents lorsque nous jetons l'anathème sur une personne. Donc l'éveillé qui n'est que dans la lumière est un handicapé et c'est faux. Son histoire est fausse. On ne peut pas être que dans la lumière. On est dans l'ombre et la lumière. Et pour ne pas projeter les choses comme ça à l'extérieur, nous devons intégrer notre ombre, intégrer notre inconscient, une partie de notre inconscient, parce que si nous ne l'intégrons pas, nous faisons porter la responsabilité à quelqu'un d'autre. Le mouton noir de la famille. Par exemple, une personne dans une famille, vous avez une personne qui va être celui qui va faire les mauvais coups, celui qui va faire les sales coups au niveau financier, qui va toujours être dans la galère et que ceci et que cela. Et que les autres, alors que les autres sont des bosseurs, ne sont pas des flambeurs, ne jouent pas au jeu, blablabli, blablabla. Ben, cette personne-là, elle porte l'ombre de ceux qui sont, on va dire, qui se comportent correctement, et c'est la personne qui va jouer ça à l'extérieur, qui va l'exprimer au niveau sociétal, parce que c'est la partie de toute la famille, cette partie-là que la famille possède, qu'elle ne va pas exprimer, et en plus, elle va la projeter, elle va le reprocher à une personne pour, en plus de ça, paraître correcte. Nous, on est des gens bien. Lui, c'est le vilain mouton noir. Ou elle, peu importe. D'où l'intérêt de faire la récapitulation. Exactement. D'où l'intérêt de travailler sur les croyances aussi. C'est quoi la récapitulation? C'est un exercice chamanique qui consiste à récupérer l'énergie de toutes nos interactions sociales. Ça peut durer très longtemps, de toutes les interactions sociales que nous avons eues dans notre vie. Et ces énergies-là, on les récupère, on les intègre et on rend les énergies qui ne nous appartiennent pas à ceux auxquels on les a pris, à ceux auxquels on a pris, que l'on a pris aux autres. Je vais plus y arriver aujourd'hui. Si vous voulez, c'est ça. Et donc, on peut commencer tout simplement par la récapitulation de la journée. Et la chose, on va dire le point, alors on fait ça. Petit à petit, on récapitule les histoires affectives. On récupère les énergies de nos histoires affectives. On rend les énergies à une personne. Si la personne est décédée, ça n'a aucune importance. On lui rend son énergie, puisque la personne, de toute façon, elle existe peu importe qu'elle soit au niveau à l'état solide ou pas. Et on remonte comme ça le fil jusque le plus loin possible.
et c'est la mère, la relation avec la mère que l'on garde en dernier. Ça se fait en dernier dans le travail chamanique. Et plus on fait une récapitulation, alors la récapitulation, c'est pas intellectuel. C'est véritablement un travail énergétique où on récupère l'énergie, on l'inspire et on la remet dans notre capital énergétique. On expire, on expire l'énergie qui ne nous appartient pas et on la rend à la personne. Et donc, on visualise des événements, des relations, des interactions, et on fait ça dans nos relations et dans nos interactions. Et on va se rendre compte que nous allons avoir plus d'énergie, que nous allons avoir une vision beaucoup plus claire et plus de mémoire aussi. Ça revient, ça fonctionne avec la mémoire. Et c'est vraiment un travail énergétique et on le sent dans notre corps énergétique. C'est pas juste intellectuel. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Rêvons et voyageons ensemble.